sous-préfet n'a aucune qualité d'interdire manifestation organisée par le maire. Je le dis maintenant en public. Monsieur le sous-préfet n'a aucune qualité. Écrivez ça au renseignement. Conformément aux dispositions de la loi qui porte code général à la décentralisation. C'est le préfet qui est le représentant de l'État auprès du commune. Et il respecte, il assure le maintien de l'ordre public. J'ai saisi le préfet. Je lui ai informé de l'organisation, conformément aux dispositions de la loi, qui rentre dans mes attributions. Et s'il veut saboter le chef de l'État, moi aussi je vais lui dire que moi aussi je défends le chef de l'État, en défendant aussi les intérêts de mes populations. Le Cameroun est le théâtre d'un duel permanent entre deux acteurs clés du paysage local, les maires élus et les sous-préfets représentants de l'État. Cette vidéo en est une preuve tangible, témoin vivant de cette affaire qui date de 2022, opposant le maire de Banka et le sous-préfet de la localité. Elle illustre à merveille ce bras de fer. D'un côté, le maire, fort de sa légitimité populaire, réclame une autonomie pour mieux servir sa commune. De l'autre, le sous-préfet, dépositaire de l'autorité étatique, joue souvent le rôle d'arbitre ou d'obstacle. Monsieur le sous-préfet, allez reporter votre décision. Vous êtes deux au Cameroun à être élus au suffrage universel. C'est le maire des populations. C'est l'élu local qui a parlé. C'est comme ça. On est dans une république où on n'est pas. La tradition administrative doit laisser la place à la loi. Ces tensions traduisent une collaboration rendue complexe par des textes de lois ambigus où la souveraineté de l'État central semble primer sur celle des collectivités. La scène est comparable à une pièce de théâtre mal répétée. Chacun joue son rôle, mais les conflits d'interprétation minent l'ensemble de la représentation. Ces luttes de pouvoir freinent l'efficacité de la gouvernance locale et posent une question clé. À qui revient réellement le contrôle du développement local? Nous avons donc deux phénomènes. L'État transfère non seulement les compétences aux entités infra-étatiques, appelées collectivités territoriales décentralisées, qui sont de deux sortes au Cameroun, les régions et les communes. Mais l'État transfère concomitamment les ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Je voudrais préciser que nous avons cité deux types de collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, la commune et la région. Mais il faut dire, il faut le souligner, la commune n'est pas née avec le phénomène de décentralisation au Cameroun. La commune existe depuis la loi de 1974 sur l'institution communale. Donc c'est avec véritablement l'adoption de notre constitution du 18 janvier 1996 portant modification ou alors révision de la constitution du 2 juin 1972. Il faut préciser que la constitution du 2 juin 1972 faisait seulement du Cameroun un État unitaire tout court. Alors, avec la constitution du 18 janvier 1996, le Cameroun est devenu un État unitaire décentralisé. Jette les bases de la décentralisation. Là, nous sommes en 1996. Il a fallu attendre 8 ans plus tard, et là nous sommes en 2004, pour voir naître 3 lois, les lois dites de la décentralisation. Il s'agit de la loi numéro 2004-017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, la loi d'orientation de la décentralisation, la loi numéro 2004-018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, et la loi numéro 2004-019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. Ce sont 3 lois dites de la décentralisation qui viennent étoffer ce qu'annonce déjà la Constitution du 18 janvier 1996. La décentralisation au Cameroun se définit comme un processus par lequel l'État central transfère des compétences et des ressources aux collectivités locales. En théorie, cet objectif vise à rapprocher la prise des décisions des citoyens, renforçant ainsi la démocratie participative. Au Cameroun, ce processus s'articule autour de transferts progressifs de certaines compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées, les CTD, tels que les communes et les régions. Ce transfert est régulé par divers textes législatifs, dont la Constitution de 1996 qui affirme le caractère unitaire et décentralisé du Cameroun. Malgré ces dispositions, cette autonomie est souvent restreinte par une forte tutelle administrative imposée par l'État central.
Dès lors, le concept de décentralisation demeure flou pour de nombreuses personnes, bien qu'il soit censé accorder davantage de pouvoir aux régions et aux communes. La centralisation des décisions essentielles perdure, limitant ainsi l'efficacité du processus. Le cadre juridique de la décentralisation au Cameroun repose sur plusieurs textes, notamment la loi de 2004 sur les communes et les régions, révisée en 2019. Bien que ces lois établissent les bases d'une gouvernance locale, elles sont souvent critiquées par leur ambiguïté et leur complexité. À partir de 2010, l'État a donc engagé l'opérationnalisation du transfert proprement dit. Et là, vous avez assisté à la signature d'un certain nombre de décrets par le Premier ministre chef du gouvernement. Pour la plupart, ce sont les décrets fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes, je précise bien aux communes au sens large, c'est-à-dire communes tout court, communes d'arrondissement et communautés urbaines. Je vais expliquer tout à l'heure la différence entre les trois types de communes. Alors, au total, le Premier ministre chef du gouvernement a signé 38 décrets de transfert des compétences. Dans le même temps, chaque département ministériel concerné signait un arrêté fixant les cahiers des charges. 38 décrets. Pour encadrer la décentralisation. Pour encadrer la décentralisation. Je vais citer un exemple de décret. Le décret fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière d'éducation de base. Alors, ce décret-là permet donc aux communes, je ne voudrais pas englober toutes les collectivités territoriales décentralisées, de faire des interventions, de recevoir des transferts de crédit de l'État pour mener sur le terrain des interventions dans le domaine de l'éducation de base. Faudrait-il préciser qu'il y a 6 grands domaines de compétences, la décentralisation à la camerounaise a 6 grands domaines de compétences que l'État a transférés aux collectivités territoriales décentralisées. Les textes définissent des compétences transférées aux collectivités, mais ils laissent des zones grises dans leur mise en œuvre. Cela favorise des interprétations divergentes et des tensions entre les acteurs locaux et les représentants de l'État. Le Cameroun a identifié 6 domaines clés pour la décentralisation. L'éducation, le transfert de la gestion des écoles primaires aux communes. 2. La santé, la gestion locale des hôpitaux, des districts. 3. L'urbanisme, le développement et l'entretien des infrastructures. 4. Eau et énergie, l'accès local aux ressources vitales. 5. L'environnement, la gestion des déchets et protection écologique. 6. Culture et sport, la promotion des activités culturelles et sportives. Cependant, la mise en œuvre reste en deçà des attentes en raison d'un financement insuffisant et des lourdeurs administratives. En comparaison, la France, par exemple, a su développer une décentralisation plus aboutie grâce à une répartition claire des compétences et des moyens conséquents. Ailleurs c'est légèrement différent. Parce qu'au Cameroun, les collectivités n'ont pas reçu des compétences en matière de sécurité. C'est pour cela que le maire ne prend pas part à la réunion de sécurité qui est présidée par l'autorité administrative, parce que les communes n'ont pas reçu des compétences en matière de sécurité. Nous pouvons également dire que les relations internationales relèvent du domaine exclusif de l'État, même comme au niveau de l'approche libérale des relations internationales, on admet l'émergence des autres acteurs sur la scène internationale. C'est à ce titre qu'on peut admettre que les communes, à travers des phénomènes comme la coopération décentralisée, interviennent déjà, mais la diplomatie au sens classique n'a pas été transférée aux collectivités territoriales. C'est un domaine de l'État fédéral. Lors du grand dialogue national de 2019, la décentralisation était au centre des discussions, particulièrement dans le contexte de la crise dite anglophone. Parmi les résolutions phares figurait l'attribution d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cependant, beaucoup reprochent au gouvernement camerounais de s'être limité à des promesses sans impact concret. Les avancées enregistrées peinent à répondre aux aspirations des populations. Le Cameroun a fait une sorte de bilan qui a fait en sorte que, avec la crise anglophone, le déclenchement de la crise anglophone
vers 2016 et autres, l'État ait eu la présence d'esprit d'organiser le grand dialogue national qui a été présidé des mains de maître par le Premier ministre du gouvernement. Mais le grand dialogue national vient au lendemain des assises générales de la commune qui se sont tenues au Palais des Congrès. Alors les résolutions issues de ces deux grandes rencontres ont permis donc à l'État du Cameroun de formuler une autre loi en 2019, la loi numéro 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Alors, on qualifie souvent cette loi d'évolution à droit constant parce que l'ensemble des dispositions des lois dites de la décentralisation et des deux lois à caractère financier et fiscal, sauf la loi portant fiscalité locale, ont été incorporées dans un même document qui est dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Face à ce constat d'insatisfaction, la nouvelle loi portant sur la fiscalité locale au Cameroun, actuellement en débat au Parlement, vise à renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées, tout en diversifiant leurs sources de revenus. Voici un aperçu détaillé des principaux éléments de cette réforme. Le projet de loi a été présenté par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, et a pour objectif principal d'augmenter les ressources financières disponibles pour les communes. Actuellement, les CTT ne reçoivent qu'environ 261 milliards de francs CFA, représentant 7,3% des ressources propres de l'État. Le gouvernement ambitionne de porter ce montant à 16%, ce qui nécessitera la génération de 126,4 milliards de francs CFA supplémentaires par an grâce à la nouvelle fiscalité locale. Alors, les principales mesures proposées. 1. Institution d'une taxe de développement local. Cette taxe sera prélevée sur le salaire de base des travailleurs dans le secteur public et privé avec des montants variant entre 3 000 et 30 000 francs CFA par an. Les montants exacts dépendent des tranches salariales visant à établir une contribution proportionnelle aux revenus. 2. Impôt général synthétique, IGS. Un nouvel impôt forfaitaire sera instauré pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions de francs CFA. Cet impôt remplace l'impôt libératoire et le régime simplifié d'imposition avec un objectif de récolte de 50 milliards de francs CFA supplémentaires par an. 3. Extension des centimes additionnels communaux. La loi prévoit également l'extension des centimes additionnels communaux sur divers droits d'assises, ainsi que sur la taxe spéciale sur le revenu et les droits d'enregistrement liés à la commande publique. Cette mesure devrait générer environ 43 milliards de francs CFA supplémentaires pour les CTD. 4. Doublement du taux du droit d'assises spécial. Le taux du droit d'assises spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures sera doublé, ce qui devra apporter environ 20 milliards de francs CFA supplémentaires. 5. Aménagement dans le compte unique du Trésor. Des modifications seront apportées au mécanisme du fonctionnement du compte unique du Trésor afin d'assurer une mise à disposition rapide et efficace des ressources accumulées au profit des CTD. Chaque receveur aura un relevé d'identité bancaire rattaché au compte unique du Trésor pour faciliter les opérations financières. Alors, au moment où nous réalisons cette vidéo, le projet est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale où il fait l'objet d'un examen attentif par les députés. Ce débat est crucial car il déterminera l'avenir financier des CTD et leur capacité à répondre aux besoins locaux en matière d'infrastructures et de services publics. Les représentants du CTD
ont exprimé leur soutien à cette réforme, soulignant qu'elle pourrait significativement améliorer leur autonomie financière et leur capacité à fournir des services essentiels aux populations. Toutefois, certains députés soulignent la nécessité d'une mise en œuvre efficace et transparente pour garantir que les fonds collectés soient utilisés judicieusement. On nous fait voter, nous avons reçu une loi sur la fiscalité locale. Une loi sur la fiscalité locale qui ne cesse de référer à la loi des finances que nous n'avons toujours pas. Mais c'est même d'une absurdité incroyable. Donc ce sont des dérives autoritaires, un mépris de l'institution parlementaire, une habitude de piétinement de la loi. Ça se fait allègrement, nous rions, certains applaudissent même, comme s'ils étaient en transit, comme si le Cameroun était un amusement. La loi sur la fiscalité locale représente une étape importante vers un renforcement de l'autonomie financière des collectivités territoriales au Cameroun. Si elle est adoptée, elle pourrait transformer la manière dont les communes financent leurs activités et améliorer les services offerts aux citoyens. Le succès de cette réforme dépendra cependant d'une mise en œuvre rigoureuse et d'un engagement continu envers la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Quant à la loi portant fiscalité locale, pour continuer à l'implémenter, l'État était obligé de l'incorporer chaque année dans le Code général dans la loi de finances, le Code général des impôts. Maintenant, nous assistons, au moment où nous parlons, à l'examen d'une nouvelle loi d'être déposée. Ça, c'est le dispositif normatif. D'accord. Mais à côté du dispositif normatif, il y a aussi un dispositif institutionnel. Quelles sont les structures qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de la décentralisation? Le Cameroun dispose de plusieurs structures pour soutenir la décentralisation, notamment le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM, le ministère de la décentralisation et du développement local, le MINDEVEL. Alors, si ces structures jouent un rôle crucial, elles souffrent de bureaucratie et de manque d'autonomie. La plus grande structure connue de tous, c'est le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale qui a essentiellement pour rôle d'accompagner le développement des communes à travers la gestion des fonds destinés au financement de la décentralisation. Pour la plupart, ce sont les CAC qui sont vulgaires, mais on les englobe sur ce qu'on appelle les ISP, les impôts communaux soumis à péréquation. Nous avons les centimes additionnels communaux, nous avons la taxe de développement local, nous avons la redevance forestière annuelle. Et il y a une innovation au niveau de la nouvelle loi qui est déposée au Parlement, c'est que le champ des compétences du FECOM ne se limite plus aux communes, mais également aux régions. Et vous avez vu que 70% des recettes fiscales qui concernent les régions sont centralisées pour le mécanisme de péréquation par le FECOM. On assiste donc à l'élargissement du champ de compétences du Fonds spécial d'équipement. L'échec de la planification, c'est la planification de l'échec. Si vous planifiez mal, vous êtes en train de planifier votre échec. Alors, le PNDP assiste les collectivités territoriales décentralisées dans le processus de planification. C'est pour cela que vous entendrez parler des PCD. D'abord, c'était PDC, plan de développement communal, et ça a été revu. C'est devenu plan communal de développement. À côté donc du FECOM, il y a d'autres structures interministérielles qui ont été mises en place. Nous avons la commission interministérielle de la coopération décentralisée, la CICODE, qui assiste les communes. C'est une commission interministérielle regroupant le ministère des Relations extérieures, le ministère en charge des collectivités territoriales décentralisées et les ministères sectoriels destinés, chargés des questions spécifiques liées à la coopération décentralisée. Et à côté donc de ça, nous avons le Conseil national de la décentralisation qui est logé au sein des services du Premier ministre. Et le président du Conseil national de la décentralisation, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, le vice-président. Le Conseil siège au moins? Le Conseil siège chaque année. Maintenant, nous avons le comité interministériel des services locaux. C'est une structure interministérielle qui accompagne également l'implémentation, la mise en œuvre, le transfert des compétences. Comment est-ce que cela doit être géré pour qu'il n'y ait pas conflit de compétences dans le Conseil interministériel des services locaux.
L'Assemblée nationale et le Sénat, en tant que deux chambres du Parlement, occupent une place cruciale dans le processus de décentralisation au Cameroun. Leur rôle s'étend au-delà de l'adoption des lois et des budgets, car ils doivent également veiller à la représentation des collectivités territoriales décentralisées. Selon l'article 20 de la Constitution, le Sénat est spécifiquement chargé de représenter ces collectivités, ce qui souligne son importance dans la prise en compte des préoccupations locales. Cependant, cette indépendance est souvent remise en question. Les critiques soulignent en effet que l'influence de l'exécutif peut nuire à la capacité du Sénat à agir en tant que véritable porte-voix des collectivités locales. En effet, les sénateurs, bien qu'élus par un collège composé d'élus locaux, doivent naviguer entre leurs responsabilités envers leurs électeurs et les attentes du gouvernement central. Cette dynamique complexe peut entraîner une dilution de leur pouvoir d'action et d'une dépendance accrue vis-à-vis de l'exécutif. De plus, la décentralisation nécessite une collaboration efficace entre ces deux institutions pour garantir que les lois adoptées répondent réellement aux besoins des populations locales. Cela implique non seulement une écoute attentive des préoccupations des citoyens, mais également une volonté politique forte de promouvoir l'autonomie des collectivités. La mise en œuvre effective des politiques décentralisées dépendra donc de la capacité du Sénat et de l'Assemblée nationale à travailler ensemble tout en préservant leur indépendance. Le président de la République a opté pour un modèle d'État unitaire décentralisé, je l'ai déjà dit. Mais au niveau du Parlement, il a aussi opté pour un Parlement bicaméral, avec deux chambres, toute une chambre qui est chargée des questions de décentralisation. Il s'agit du Sénat, qui est la chambre haute du Parlement, et les parlementaires, les sénateurs, représentent les collectivités territoriales décentralisées. Sauf que, avant le Code général des collectivités territoriales décentralisées, ce n'est que sur la base de cette disposition superficielle que le Parlement intervenait à travers la fonction de représentation tout court. Mais il y a eu des évolutions dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le président de la République a introduit la collaboration, le principe de collaboration entre les parlementaires et les élus des collectivités territoriales décentralisées. D'accord. Alors, aujourd'hui, et c'est une spécificité camerounaise, je parlais tout à l'heure de décentralisation à la Cameroun. Le Cameroun est le seul pays où, lorsque l'organe délibérant d'une collectivité territoriale décentralisée siège, ça peut être le conseil régional, ça peut être le conseil municipal ou le conseil de communauté, les élus, les parlementaires assistent. Au niveau des communes, tous les sénateurs du ressort assistent. Au niveau du conseil régional, tous les députés et les sénateurs du ressort de la région prennent part avec voix consultative aux travaux des organes délibérants des collectivités territoriales décentralisées. Mais il faut aussi dire que les maires, tous les maires de la région concernée assistent avec voix consultative aux travaux des organes délibérants des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire le conseil régional. En somme, bien que le cadre constitutionnel offre des bases solides pour la décentralisation, la réalité politique actuelle soulève des questions sur l'efficacité et l'autonomie des institutions législatives face à un exécutif potentiellement dominateur. Cependant, des décisions importantes sont prises. Parmi les décisions récentes, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'urgence de renforcer les capacités des élus locaux pour une meilleure gestion des compétences transférées. Le président de l'Assemblée nationale a signé un certain nombre d'arrêtés présidentiels, arrêtés du président de l'Assemblée nationale, créant des réseaux, spécialement, je voudrais dire, il y a plusieurs réseaux chargés des questions de décentralisation. Le 18 août 2020, le président de l'Assemblée nationale a signé un arrêté présidentiel portant création du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Quelques mois plus tôt, il avait signé l'arrêté présidentiel portant création du réseau des parlementaires diaspora, coopération décentralisée et coopération transfrontalière. Donc vous vous rendez compte que
la décentralisation évolue effectivement. D'accord, c'est compris. À partir donc de la mise en place des conseils régionaux, les décrets fixant les modalités d'exercice des compétences transférées par l'État aux collectivités ne sont plus signés par le Premier ministre, mais par le Président de la République lui-même. Donc, depuis 2021, c'est le Président de la République lui-même qui signe les décrets fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux régions. Nous avons vu le Président déjà signer une dizaine de décrets et le processus se poursuit. La décentralisation au Cameroun souffre d'un paradoxe. Bien qu'elle soit inscrite dans la loi, elle reste subordonnée à un État central fort. Cette souveraineté entrave l'autonomie locale, créant ainsi une frustration chez les élus et les citoyens. Contrairement à la France où les collectivités locales jouissent d'une autonomie significative grâce à une tradition bien ancrée de déconcentration, le Cameroun reste marqué par une centralisation héritée du modèle jacobin. En France, les élus locaux disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour gérer leur territoire sans intervention directe de l'État. En effet, les collectivités disposent d'une réelle autonomie administrative et financière encadrée par un système de check and balances, alors qu'au Cameroun, la décentralisation est souvent vue comme une centralisation déguisée. La décentralisation, c'est une opération extrêmement complexe. Nous avons vu un État, un pays comme la France, qui, lorsqu'elle a décidé de décentraliser, ça a pris des années. Ça a pris des années, ça a même provoqué quelquefois de remous politiques. Et aujourd'hui, la France a balisé toute sa décentralisation. Les problèmes se passent comme sur tout des roulettes. Il n'y a plus d'obstacles. Peut-être que M. le maire qui suit cela peut nous dire si en France, il n'y a plus de problème. Mais ça a pris sérieusement du temps. Et maintenant, je pense que lorsque nous avons des modèles qui ont réussi, il faudrait essayer de les copier, parce que eux, ils ont fait une navigation à vue, ils n'avaient pas de modèle, ils ont construit au fur et à mesure, et puis ils sont arrivés à un processus final de décentralisation. Ils sont à l'aise là, il n'y a pas de clash, il n'y a rien, tout se passe très très bien. Alors je me pose la première question, est-ce que les modèles réussis, le Cameroun s'en est servi en mettant, avant de mettre sa décentralisation sur la route. La décentralisation, ce n'est pas qu'un processus administratif. C'est d'abord un processus politique, purement politique. Lorsque la décentralisation a commencé en France, c'est un grand patriote français, le général de Gaulle lui-même, qui l'a initié, pensant que la décentralisation, au stade où en était la France, devait être la nouvelle manifestation du patriotisme. Parce qu'en France, plus patriote que de Gaulle, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'au Cameroun, nous sommes à ce carrefour-là aussi. C'est vraiment une question de patriotisme. C'est ce que je voulais d'abord dire. Le gouvernement veut-il réellement la décentralisation? La question centrale demeure. Le gouvernement camerounais veut-il réellement une décentralisation efficace? Certains analystes estiment que ce processus est davantage un outil politique pour apaiser les tensions sociopolitiques qu'un véritable engagement envers la démocratie locale. Ils estiment que le gouvernement utilise la décentralisation comme un outil politique sans intention réelle de céder le pouvoir. Les lenteurs administratives et le faible transfert de fonds en sont des preuves. Est-ce que nous avons copié des modèles qui ont réussi? Pourquoi je pose cette question? Je pose la question parce que, entre les textes, parce que la décentralisation a été une option acceptée par le gouvernement camerounais en 1991, au sorti de la tripartite. Si je n'abuse, au sorti de la tripartite. 91, 96, pour que la Constitution l'intègre. Vous avez vu le temps qui a passé. De 96 à 2004, vous voyez le temps. On est pratiquement là, on avoisine un peu les 30 ans. 30 ans. 30 ans au cours desquels on n'a pas vu la matérialisation de la décentralisation. Et après, les textes sont là. Ils sont tellement enchevêtrés. Les textes sont tellement enchevêtrés qu'il faut qu'il y ait un spécialiste pour les comprendre, pour les maîtriser. Et je me demande si cette manière d'encombrer les textes, de les multiplier, les étapes,
ce n'est pas une option de ne pas y parvenir. Parce que j'ai toujours dit, et je le maintiens, nous sommes dans un État pyramidal. Pyramidal, avec une centralisation à outrance. Est-ce qu'on voit comment ça avance? Comment ça avance? Ça avance difficilement. Vous me direz que ça avance quand même, mais ça avance difficilement. Est-ce que ce temps qu'on prend, cet enchevêtrement des textes, n'est-elle pas une option? Ce n'est pas une option à dessein pour que on reste dans l'État. Vous parlez de manière triviale, c'est-à-dire que le gouvernement central ne veut pas la décentralisation. J'ai toujours eu cette impression. D'accord. La collaboration entre élus locaux et gouvernement au Cameroun est marquée par une tension croissante. Les élus dénoncent l'ingérence du gouvernement central souvent invoquée sous le prétexte de la souveraineté nationale, ce qui entrave leur capacité d'action. Cette situation est exacerbée par la crise dite anglophone, où des revendications d'autonomie sont souvent ignorées, renforçant le sentiment d'exclusion. En conséquence, les élus locaux se retrouvent dans une position délicate, limitant leur marge de manœuvre et leur efficacité dans la gestion des affaires publiques. Et donc, il faut se détacher, et on a du mal à se détacher de cette personnalisation du pouvoir. C'est lorsque vous avez des conflits, comme vous avez projeté tout à l'heure, c'est l'excessive personnalisation du pouvoir. Les gens ne se détachent pas et ne considèrent pas qu'en réalité, la souveraineté, qui est l'âme de la République, c'est le peuple. Et donc nous sommes au service de cette souveraineté, et c'est la nouvelle forme de patriotisme qu'exige la décentralisation. Moi, j'estime aujourd'hui d'ailleurs que qui refuse la décentralisation est antipatriote au Cameroun, dans le contexte actuel. Et j'ai pris l'exemple de Gaulle parce que lorsqu'il a déclenché ce processus, vous vous souvenez, les résistances ont fait qu'il perda le référendum. Il a démissionné. Mais l'histoire après lui a donné raison. Il fallait le faire. Parce que de Paris, on ne pouvait plus tout gérer. De Paris, on ne pouvait plus gérer les lycées, les écoles. De Paris, on ne pouvait plus gérer les affectations d'instituteurs. De Paris, on ne pouvait pas gérer les réseaux de transport au niveau de chaque commune. De Paris. Donc, il fallait décentraliser. Nous en sommes là. La participation citoyenne est essentielle. Pourtant, au Cameroun, les citoyens sont souvent mal informés de leurs droits et devoirs, ce qui réduit leur implication. La participation citoyenne est un élément clé de toute décentralisation réussie. Au Cameroun, elle reste marginale en raison d'un manque de sensibilisation et d'un faible accès aux mécanismes de décision. Sur le terrain, j'ai des centres de santé. Les infirmiers ne sont pas présents partout. Vous avez vu circuler récemment des actes d'un préfet dans le Foumou, justement. On en parlera. Il y a des écoles, pas d'instituteurs, mais vous avez des délégations départementales, des inspections d'arrondissement, où vous avez des centaines d'instituteurs qui n'ont même pas où s'asseoir, mais qui sont payés par l'État chaque mois. Et que le DRH, que ce soit du ministère, que ce soit de l'éducation de base au niveau central, ne peut pas s'assurer de la présence effective de tout ce monde sur tout le territoire national. Donc, il y a un problème de fond, et c'est pour ça qu'il faut décentraliser. Ne pas le faire, c'est tuer le Cameroun. Et je le dis vraiment de façon terre à terre, c'est tuer le Cameroun. Et on est conscient qu'il y a des intérêts et de pouvoir, de gestion des ressources qui créent ces résistances. Mais je veux dire, quand on est patriote, on se met au-dessus. On estime que c'est tel comportement, c'est telle attitude qui peut faire en sorte que demain, le Cameroun soit ce que nous souhaiterions. Mais je dis sur le terrain, pourquoi? Parce que quand moi j'assiste aux réunions dans les ministères, je le dis de plus en plus. Vous allez au premier ministère, vous allez dans tel ou tel ministère, je dis à ces hauts fonctionnaires, je suis de plus en plus conforté à l'idée que beaucoup de nos hauts fonctionnaires vivent comme s'ils ne vivaient pas au Cameroun. La décentralisation au Cameroun est confrontée à plusieurs défis majeurs. Faible financement,
Malgré la création de la dotation générale de décentralisation, les ressources allouées restent insuffisantes pour couvrir les besoins des collectivités territoriales décentralisées. Absence de coordination, le manque de synergie entre les acteurs locaux et centraux entrave l'efficacité des initiatives de décentralisation, rendant difficile la mise en œuvre des projets. Lenteur dans les réformes, les processus de réforme sont souvent retardés, ce qui empêche une adaptation rapide aux besoins locaux et freine le développement durable. Ce que nous observons sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients. Dans ces luttes de prérogatives, d'avantages matériels, des ambitions parfois relevant de la vanité, j'ai l'impression que, ambition personnelle, enrichissement personnel et tout ce qui accompagne tout ça, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'est le Cameroun aujourd'hui sur le terrain. Ou alors ils ne veulent pas l'être. Non, je pense qu'ils ne sont même pas conscients. Parce que si je vous demande, il n'est pas... moi, quand avant même d'être maire, en tant qu'élite locale, il m'arrivait régulièrement de m'arrêter devant une école publique, d'entrer, de voir comment ça se passait à l'intérieur. Je pense que très peu de cadres camerounais, y compris ici en ville, je peux vous mettre au défi, n'ont pas mis les pieds dans une école primaire, puisque leurs enfants n'y vont pas, dans une école primaire publique de Yaoundé. Moi, je me suis arrêté à 2 ou 3 pour voir, j'entends des bruits pour voir ce qu'il y a dedans. Très peu savent ce qu'il y a dedans. Très peu. Très peu savent ce qu'il y a dans un centre médical d'arrondissement de santé. Très peu savent ce qui se passe dans un hôpital de district. La décentralisation au Cameroun est un processus prometteur, mais entravé par des blocages institutionnels et politiques. La question reste ouverte. La décentralisation au Cameroun est-elle un éléphant blanc, une chimère politique destinée à endormir les esprits critiques? Ou est-elle une graine qui, malgré les vents contraires, pourrait un jour donner des fruits pour le développement? Une chose est sûre. Son avenir repose sur des réformes audacieuses et une volonté politique sincère. Mais sommes-nous prêts à franchir ce pas? Seul l'avenir nous le dira.